Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'initiation aux intelligences artificielles génératives. Donc de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle générative? On va parler un peu de la théorie, de comment elle fonctionne de manière très simple. Et puis on va voir concrètement pour la génération de texte et pour la génération d'images, qu'est-ce que cela implique dans nos pratiques au quotidien. Et puis on passera un tout petit peu par les autres types d'IA qui se développent de plus en plus, IA de vidéos ou de sons. Donc la chose la plus importante à connaître et à savoir, enfin une des plus importantes, c'est que effectivement ces IA ne sont pas fabriquées. Qu'est-ce que ça veut dire pas fabriquées? Ça veut dire qu'il y a une question d'auto-entraînement. C'est-à-dire que, d'ailleurs c'est le terme qui va être utilisé, on va dire que une IA n'est pas fabriquée mais entraînée, donc évidemment qu'elle est fabriquée, mais d'une certaine manière elle va faire un apprentissage par elle-même. C'est une des choses qu'on entend beaucoup. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben on va repartir sur un type d'IA que vous connaissez très bien depuis quelques années maintenant, c'est l'IA discriminative. Donc l'IA discriminative, c'est cette IA qui est capable de reconnaître, comme dans l'exemple ci-dessus, que c'est une photo ou une image de banane et que de l'autre côté, ce ne sont pas des bananes. Même si ces courgettes ressemblent quand même vachement à des bananes. D'accord. Donc comment elles ont appris ça, ces IA? Comment elles ont appris à reconnaître les bananes des pas bananes? Eh ben, simplement en étant entraîné sur un très grand nombre d'images de bananes et de pas bananes. C'est-à-dire qu'on lui a donné tout plein d'images de bananes en lui disant que c'était des bananes, tout plein d'images de pas bananes en lui disant que ce ne sont pas des bananes, et ensuite, eh ben, elle se teste, elle essaye, elle voit une image, elle dit que c'est une banane, on lui dit oui, non, enfin elle vérifie oui, non, pas banane, etc. Et à la longue, avec énormément d'entraînement et de tests, elle finit par eh ben, être capable de reconnaître une banane d'une pas banane. Donc basiquement, c'est comme ça qu'une IA est entraînée. Alors, on a plein d'autres mots qui arrivent et dont on entend, le NLP, le LLM, on dit que ChatGPT par exemple est un LLM. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va les prendre un par un. Premier terme, pardon, machine learning. Donc, machine learning, ça veut dire apprentissage de la machine. Donc c'est en gros ce qu'on vient de décrire. ML, machine learning, ça veut dire la machine s'entraîne elle-même avec les données qu'on lui a données. Ensuite, nous avons le NLP, qui est pour Natural Language Processing. Donc ça veut dire traitement du langage naturel. Ça veut dire l'IA est capable de comprendre le langage naturel, c'est-à-dire le langage humain. Donc effectivement, un ChatGPT ou ses copains Gemini ou Claude, c'est du Natural Language Processing. Quand votre IA dans votre téléphone peut comprendre votre voix, c'est du Natural Language Processing. Quand Google comprend votre demande, c'est du Natural Language Processing. Donc toute cette grande famille, c'est le Natural Language Processing. Et ensuite arrive le terme précis, un peu plus précis, Large Language Model, donc LLM. Et ça, c'est le vrai terme qui définit un GPT, un Llama, un Gemini, Claude Mistral, etc. Tous les exemples qui sont donnés là. Donc, ça veut dire que c'est un grand modèle de langage. Donc un grand modèle d'IA sur le langage. Voilà. Et tout ça, GPT, Llama et compagnie, ce sont donc des IA génératives. Ça veut dire qu'elles génèrent quelque chose, par opposition donc aux IA discriminatives, qui font la différence, qu'on avait tout à l'heure, ou d'autres types d'IA que je ne détaillerai pas ici. Donc l'IA générative, c'est une IA qui crée quelque chose, donc qui génère quelque chose. Alors l'info la plus importante d'un point de vue pratique, et ça c'est vraiment l'élément que vous ne devez jamais oublier quand vous interagissez avec un LLM type GPT ou autre, c'est que ils ne répondent pas à votre question. Ils devinent la suite la plus probable à ce qu'il leur est donné. Tous ces LLM, tous ces larges langages modèles, leur fonctionnement de base, ce n'est pas de répondre à une question, ce n'est pas de réfléchir, ce n'est pas de comprendre, surtout pas de comprendre, c'est de deviner la suite la plus probable à ce qui est donné.
Et ils le font avec des probabilités. C'est-à-dire, après ce mot-là, il est plus probable qu'il y ait ce mot-là, mais ils prennent évidemment en compte aussi le reste des termes, etc. Et il y a un peu d'aléatoire, pour éviter que la réponse soit toujours la même, pour éviter que s'il y a une erreur, elle soit systématique. Le terme un peu technique pour dire ça, c'est de dire qu'ils sont non déterministes. C'est-à-dire, ils ne vont pas donner la même réponse à chaque fois. C'est dans la base de leur fonctionnement. Alors, pour expliquer, pour bien comprendre ce concept-là, quelques petits exemples. Si je vais dans mon moteur de recherche et que je commence à taper BA, comme vous voyez dans l'exemple là, et ben mon moteur de recherche va me proposer banane, bagnole sur Seine, bagnole, Bastillon, Val-d'Ur, d'accord, puisque il sait que BA, la suite ça va être ça. Hein, mon moteur de recherche ici Ecosia devine la suite la plus probable de ce qui va être donné. Et ben d'une certaine manière, les LLM font la même chose. Ils font ça. C'est-à-dire ils ont été entraînés à deviner la suite, sauf que eux vont beaucoup plus loin. Au lieu de simplement deviner le mot ou la recherche qui va suivre, ils vont deviner un immense contenu de texte, ils vont deviner une dissertation, ils vont deviner une réponse à une question compliquée. Vous voyez la phrase qui est ici, c'est un peu comme compléter automatiquement une phrase en fonction de ce qui a été écrit auparavant. C'est les LLM eux-mêmes se décrivent comme ça. C'est ça qu'ils font. Ils devinent la suite. Donc, quelles sont les conséquences de ça? Quelques autres exemples pour continuer à expliquer. C'est un exemple qui date de GPT-3. Vous savez, quand tout a commencé, d'accord, GPT-3, GPT-3,5. On était très surpris de voir que il ne répondait pas systématiquement juste à des problèmes de maths, même assez faciles. Il faisait des fautes, il répondait la plupart du temps bon, mais des fois, il répondait à côté de la plaque. C'était très surprenant pour nous, parce que pour nous, soit il sait répondre à un problème de maths, soit il ne sait pas répondre à un problème de maths. Mais maintenant, vous commencez à comprendre, avec ce que j'expliquais avant, que la réalité, c'est que c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il devine la suite la plus logique. Et la suite la plus logique, parfois elle est juste, parfois elle est fausse. Pourquoi parfois elle est fausse? Parce que dans leurs données d'entraînement, là où ils ont été entraînés, c'est-à-dire sur les données disponibles sur Internet, etc., parfois les gens se trompent dans leurs problèmes de maths. Parfois il y a une copie d'un élève qui est fausse. Donc, plus vous rajoutez l'aspect aléatoire, fait qu'ils peuvent avoir faux. Maintenant, les LLM d'aujourd'hui se trompent très peu. Hein. Mais déjà à l'époque où cet exemple était vrai, si on lui disait tu es un prof de maths d'université, résous-moi ce problème de maths, les chances qu'il se trompe étaient infinitésimales. Très très peu de chances qu'il se trompe si vous lui demandiez comme ça. Pourquoi? Parce que la suite logique d'un prof de maths qui résout un problème de maths, c'est qu'il est bon. D'accord. Là encore, c'est lié à ses données d'entraînement. S'il a été entraîné sur des choses où c'était marqué systématiquement que c'était des livrets scolaires, etc., et il y a peu de chances qu'il y ait des erreurs dedans, donc il y a peu de chances de faire des erreurs. Un autre exemple, très concret, celui-ci, vous allez voir. Si je dis à ChatGPT, alors là c'était ChatGPT 4, est-ce que je veux trouver tous les titres d'Aya Nakamura sur Spotify? Il va me répondre, oui, tu peux trouver tous les titres d'Aya Nakamura sur Spotify. Si par contre je lui dis, est-il possible que certains titres d'Aya Nakamura ne soient pas disponibles sur Spotify? Et là, il va me répondre, oui, il est possible que certains titres d'Aya Nakamura ne soient pas disponibles sur Spotify. Bon, mon exemple est un petit peu tiré par les cheveux, mais vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire, si je sous-entends la réponse dans la question, l'IA va aller dans mon sens. Hein, il y a ce côté, l'IA va toujours aller dans mon sens. Parce que, encore une fois, c'est ce qui est le plus probable. C'est ce que les réponses vont amener la plupart du temps. Donc il faut être très attentif, là encore, dans nos manières d'interagir avec eux et de poser des questions. Donc quelle est la bonne manière de les voir, ces IA? Et de les voir comme des, si je peux me permettre, des assistants débutants. C'est-à-dire des gens qui sont capables de faire un travail, qui sont capables de le faire bien, mais du moment qu'ils sont bien dirigés. C'est-à-dire on leur a donné les bonnes instructions. Et en plus, quand on a un assistant débutant, même doué, on va systématiquement vérifier ce qu'il nous a dit. On va pas prendre ce qu'il nous dit pour argent comptant, parce que c'est nous qui avons le savoir. C'est un peu cette idée qu'il faut se dire. Ils peuvent nous aider, ils peuvent faire un travail, mais c'est nous qui avons le savoir. C'est un peu l'inverse d'interroger un dictionnaire.
Quand vous interrogez un dictionnaire ou Google ou Wikipédia, c'est parce que vous ne savez pas et que vous voulez que quelqu'un vous le dise. Là, c'est plutôt j'ai un travail à faire, je veux qu'il soit fait, mais je vais surveiller, je vais vérifier ce travail-là. Donc c'est une autre attitude à avoir. Et il faut vraiment pas prendre euh, les IA comme des encyclopédies, même si on a tendance de plus en plus à s'en servir comme ça. Et ça, ça a amené à ce terme que vous avez forcément entendu, qui est le prompt, c'est-à-dire la manière de lancer l'IA, la manière de lui poser des questions. Il y a tout un art ou une science, je ne sais pas, du prompt, mais les choses changent beaucoup maintenant. Les IA sont de plus en plus performantes, et donc elles sont de plus en plus performantes, y compris avec des prompts moins efficaces. Donc autant à l'époque de ChatGPT 3.5, les démarrages, il y a une éternité, il y a quelques années, c'était très important, maintenant ça l'est un peu moins, mais il y a quelques règles de base, pas forcément toutes intuitives, qu'il faut garder. Donc notamment dans ces règles de base, il y a cette idée de définir un contexte et lui donner un rôle. En fait, l'IA a besoin que vous lui disiez qui il est, puisqu'il fait semblant, puisqu'il devine la suite la plus probable. Et donc si vous lui dites pas qui il est, il sait pas comment il doit le faire. Dans notre exemple du promep de maths, est-ce que je dois faire bon ou est-ce que je dois faire faux? Je sais pas, vu que je sais pas qui je suis. Si je suis un prof de maths, je sais que je dois faire bon. Évidemment, l'IA ne sait rien. Vous comprenez que tout ça, ce sont des abus de langage, bien sûr. Et puis évidemment, d'être le plus précis et spécifique. Un exemple, voilà, agis en tant que nutritionniste, ou tu es un nutritionniste, d'accord? Élabore des menus équilibrés, sans viande, à faible index glycémique et de saison, pour être précis et spécifique. Je veux pas de viande, je veux pas que ce soit trop gras, etc. Propose-moi des menus pour la semaine, dont la préparation, on précise cuisson comprise, n'excède pas 40 minutes. Et normalement, avec un prompt comme ça devrait donner des résultats assez cool. Du coup, ça donne quoi en cas d'usage où on prend pas trop de risques, j'ai envie de dire? Générer des courriers, des trucs très typiques. Il en a été entraîné sur des tonnes, donc il sait très bien faire des appels d'offres, des choses comme ça. Élaborer des plannings, on lui donne des données, il sait faire des traductions, il sait très bien faire. Faire des résumés, synthétiser des choses, synthétiser des pages web, etc. Il sait très bien faire. Créer des quiz, des questionnaires aussi, tri et compagnie. Dès que ce sont des choses qui demandent beaucoup de travail, sans forcément qu'il y ait besoin d'une très grande créativité en fait. Et avec la possibilité de vérifier qu'il a eu bon. Voilà. À ce stade-là, je vous propose un petit exercice. Si vous le souhaitez, je pense que c'est une bonne chose, surtout si pour vous l'IA c'est vraiment très nouveau. Allez vous faire un abonnement gratuit sur une plateforme, quelle qu'elle soit. Donc on peut parler de GPT, bien sûr, mais il y a aussi Claude de Anthropic qui est très bien. Le Gemini de Google peut servir à faire quelques expérimentations. Voilà, allez vous créer un abonnement gratuit quelque part si vous ne l'avez pas sûrement déjà. Et je vous propose ces deux exercices-là. Donc mettez en vidéo la pause, mettez en pause la vidéo et essayez de vous exercer avec ces exercices-là. Vous reprendrez la vidéo après. Une autre chose dont il faut parler pour les IA, c'est cette histoire d'hallucination. Donc comment éviter les hallucinations. Petite précision, je trouve pas que le terme hallucination soit bien choisi. En réalité, l'IA n'hallucine pas. Dans ses probabilités, dans sa logique, elle trouve logique de montrer ça. Et c'est vrai que pour nous, des fois, ça peut ressembler à des hallucinations parce qu'on comprend pas pourquoi elle nous dit ça, mais dans sa logique à elle, ça n'en est pas. Donc comment on peut éviter au maximum ces hallucinations? Déjà, en allant chercher des sources sur Internet. Donc de plus en plus, les IA peuvent aller sur Internet, chercher des sources, etc. Vous pouvez faire des copier-coller de certaines sources pour éviter qu'elle hallucine. Et ça va avec ça aussi, donner des documents sources. L'IA va avoir très peu de chances d'halluciner si vous lui dites, en te basant sur ce document que vous lui donnez, crée-moi ceci, crée-moi cela. Voilà. On peut imposer un modèle, une cartouche à l'IA, c'est-à-dire lui dire sur le modèle de tel document que vous lui avez donné, ou en lui disant en respectant tel plan et vous lui donnez le plan,
fait ceci. Voilà. De plus en plus, les constructeurs de LLM essayent de pousser leurs IA à le faire qu'on leur ait demandé ou pas. Hein, certains modèles comme d'autres constructeurs, on le voit, hein, nous propose même de voir la réflexion logique du modèle au fur et à mesure pour vérifier qu'il n'y a pas un moment où elle a fait n'importe quoi. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. Hein. Soit des modèles directement des constructeurs de LLM, soit d'autres logiciels qui sont créés à côté essayent de plus en plus de cumuler ces techniques. On peut parler de Perplexity, hein, qui utilise le moteur Claude, enfin le LLM Claude, pardon, mais derrière va systématiquement chercher sur Internet. Ne fait rien sans aller chercher sur Internet. Et on a des outils d'IA qui vont aussi, entre guillemets, verrouiller l'IA pour qu'elle aille chercher ces informations dans des lieux très spécifiques et donc a moins de chances d'halluciner. Petit point sur cette affaire de chat. Donc en fait, il n'y a plus à se poser la question. Maintenant, tous ces outils font du chat. C'est-à-dire, on peut leur répondre, on peut leur dire non, reprends, non, c'est pas ça que je voulais dire, corrige, fais la suite, etc., etc. Alors, c'est maintenant une évidence. Ça l'était pas forcément au début parce que forcément, chaque question relance le système. Donc, ça multiplie les risques d'hallucination et ça coûte plus cher. Par contre, évidemment, c'est plus facile. C'est pour ça que c'est le système qui s'est imposé. Malgré tout, de plus en plus, si on fait régulièrement un travail, c'est plus écologique et plus économique de notre temps à nous d'avoir de moins chatter avec l'IA et donc d'avoir déjà un cadre bien défini. Donc soit ça peut être fait par des outils spécifiques qui le font déjà, soit ça peut être fait grâce aux fonctions que ces LLM nous mettent à disposition. Donc dans ChatGPT, on va avoir ce qu'ils ont appelé les GPTs avec un S, hein, qui permet d'avoir un chatbot déjà un petit peu cadré pour qu'on ait moins besoin de chatter avec lui. Gemini, ils appellent ça les gemmes. Dans Claude, ils appellent ça les projets. Enfin voilà, vous avez de plus en plus d'outils où vous pouvez lui donner des instructions qui sont toujours là plutôt que d'avoir à retaper les mêmes à chaque fois et de rechatter et de le recorriger un million de fois. Deuxième petit exercice, même principe. Mettez la vidéo en pause et je vous laisse aller vous entraîner à cet exercice. On va parler maintenant un petit peu de GPT spécifiquement. Alors donc GPT, vous le savez sûrement, l'entreprise qui est derrière, c'est OpenIA. Et c'est eux qui ont lancé cette révolution de l'IA aujourd'hui, de cette IA, version de l'IA, cette version de l'IA là. Alors pourquoi ils sont trop forts Ils sont trop forts au démarrage parce que c'est eux qui sont arrivés les premiers avec une IA vraiment performante. Ça faisait très longtemps qu'on sentait que les choses allaient arriver. Mais c'est eux les premiers qui l'ont sorti. Pourquoi c'est eux les premiers qui l'ont sorti? Aussi parce que c'est quelque chose qui bouleverse les habitudes, le fonctionnement, et notamment qui bouleverse le business model, c'est-à-dire la manière de gagner de l'argent d'un Google, d'un Facebook, etc. Donc du coup, toutes ces grosses entreprises n'avaient pas forcément intérêt que ça arrive trop vite. C'est pour ça que c'est arrivé par une petite, avec des très gros guillemets, start-up. Donc au démarrage, c'était les meilleurs en termes de technologie. Et maintenant, c'est les meilleurs en termes de données. C'est-à-dire que tous les autres vont tenter de rattraper avec parfois beaucoup plus d'argent qu'eux. Mais par contre, GPT a été le premier. Des millions de gens ont installé et utilisé GPT, donc ils ont maintenant une masse de données qui leur laisse une petite longueur d'avance, même si la concurrence arrive évidemment très vite. Pourquoi ils sont controversés OpenIA très rapidement, il y a deux raisons. Première raison, justement les fameuses données, on ne sait pas trop ce qu'ils font avec. Ils s'engagent à certains trucs, pas à tout. Typiquement, si vous utilisez ChatGPT de manière personnelle, vous ne pouvez pas lui demander que vos données ne servent pas à entraîner l'IA, ce qui est embêtant. Même, vous pouvez lui demander de ne pas utiliser vos données personnelles, enfin de ne pas les revendre, ce qui est un minimum, et même cette fonction est un petit peu cachée. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué.
Et il y a une autre raison aussi qui fait qu'ils sont controversés, c'est qu'à l'origine, OpenIA, hein, le open signifie ouvert, donc normalement ça devrait être open source, on devrait pouvoir aller voir. Normalement, c'est à but non lucratif. Hein. OpenIA, à l'origine, est une entreprise à but non lucratif. On sait bien que ça a changé, mais voilà, c'est un montage un peu bizarre et du coup qui n'inspire pas confiance, hein, tout simplement, sans rentrer plus dans les détails. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la concurrence? Donc déjà, les GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple, arrivent forcément avec beaucoup d'argent et énormément de moyens, une folie de moyens. Donc on a Llama, qui est celui de Facebook, Meta, qui va avoir un positionnement où ils essayent d'être disponibles et de s'intégrer dans d'autres outils, parce que euh, en gros, si on est une entreprise, on peut aller très facilement utiliser la Mac qui est plutôt performant. Il n'est pas trop disponible pour l'usager classique. Ensuite, Gemini, qui est celui de Google. Eux, il est plutôt intégré dans les suites Google, etc. Copilot, pareil pour Microsoft, etc. On peut parler de Mistral, la start-up française qui a donc le modèle LLM Mistral et du même nom que l'entreprise, qui fonctionne plutôt bien, qui est plutôt petit en termes de LLM, c'est-à-dire il fonctionne sur des plus petites machines, il demande moins de ressources pour des résultats quand même intéressants. Et évidemment, de par son lien avec l'Union européenne, avec la France, on peut espérer que d'un point de vue éthique, ce soit plus intéressant. Ensuite, on a Claude, qui est celui d'Anthropic. Donc Anthropic, c'est en gros des anciens d'OpenIA qui ont voulu rester fidèles aux valeurs d'origine d'OpenIA, donc de faire vraiment une IA pour le bien commun et moins orienté business, on va dire. Claude fonctionne très bien, c'est une très bonne IA, c'est ma petite préférée en ce moment dans sa manière de travailler, avec des performances de haut niveau et peut-être un côté éthique un peu plus potentiellement intéressant. Donc je vous invite à le tester celui-là plutôt qu'un autre si vous n'en avez aucun en usage en ce moment. Perplexity utilise Claude, mais pour le coup pour le connecter à Internet. Et la volonté de Perplexity, c'est un peu de remplacer Google par une IA, mais qui va chercher les informations sur Internet. Ça fonctionne bien aussi, c'est intéressant. Quelques projections dans l'avenir, évidemment, un peu boule de cristal. Hein. Je vous donne mon opinion sur ces choses-là ou ce qui se dit. On peut espérer qu'à l'avenir, les modèles seront de mieux en mieux entraînés et plus petits. C'est-à-dire peut-être l'avenir, c'est des modèles plus petits, entraînés spécifiquement à répondre à un besoin et donc du coup qui font moins tourner de grosses machines. Aujourd'hui, c'est un peu ça le problème des IA, hein, c'est que vous demandez à ChatGPT de répondre bonjour, ok pour la réunion, et en réalité vous faites tourner des machines énormes quelque part à l'autre bout du monde et c'est évidemment embêtant d'un point de vue écologique. Donc voilà, mini modèles spécialisés, c'est ce que je viens de dire. Et puis donc aussi ouais, là, des modèles mieux cadrés pour fonctionner, on va dire sans obliger énormément de chat, etc. Eh bien, on passe maintenant aux IA de génération d'images. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les IA de génération d'images? Donc, toujours première chose, elles sont toujours entraînées par fabriquer. C'est un peu le même système de fonctionnement de base, d'accord? Avec rappelez-vous, hein, nos histoires de bananes, voilà. Donc toujours génératif, et ils créent toujours quelque chose, et toujours non déterministe. C'est-à-dire, ils créeront toujours autre chose, toujours légèrement différent. L'IA générative, ça a commencé avec DALI. Rappelez-vous ces images très abstraites ou impressionnistes qu'on voyait passer à l'époque. Donc DALI, c'est encore OpenIA, hein, qui était vraiment en avance dans tous les domaines à cette époque. Et puis après, le buzz est arrivé par un autre outil qui s'appelait Midjourney. Et du coup, vous savez, c'était ces fameuses images du pape en doudoune ou de Macron en boîte de nuit. Donc images complètement générées, absolument pas vraies, mais qui sont vraies comme nature. Hein, rappelez-vous, vous avez sûrement suivi, mais cette photo n'existe pas. Le pape n'a jamais porté de doudoune blanche euh, dans la vraie vie. Donc Midjourney, c'est l'outil, et le modèle, à l'origine, c'est un modèle qui s'appelle Stable Diffusion.
Donc ces deux modèles existent toujours, ont toujours pignon sur rue, que ce soit Stable Diffusion dans ses multiples variations, dont Midjourney, ou que ce soit DALL-E. On parle aussi beaucoup aujourd'hui d'un dernier qui s'appelle Flux, de l'entreprise Black Forest, qui est aussi très performant. Comment ça fonctionne ces histoires de génération d'images? Donc là, je lui mets un prompt, exactement pareil que pour nos IA de génération de texte de tout à l'heure. Un prompt en anglais, vous voyez, a worker working on a computer. Un travailleur travaillant sur un ordinateur. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les IA me donnent ça. Vous voyez qu'il y a des dessins, il y a des photos en noir et blanc, il y a des croquis, et puis il y a des trucs bizarres au niveau de leurs mains qui se passent. Mais enfin, en tout cas, on voit que c'est beaucoup trop varié. On a quelque chose à changer ici pour que ça fonctionne correctement. En fait, on manque de précision. On n'a pas suffisamment dit à l'IA ce qu'on voulait. Donc, il va falloir appliquer un certain nombre de pratiques. Je vous les donne ici. Et vous allez voir que certaines de ces pratiques sont un petit peu limites. Vous allez comprendre. Déjà, il faut de l'anglais. Parce que contrairement aux GPT, Claude et compagnie qui comprennent très bien le français, c'est plus compliqué pour les IA de génération d'images qui souvent ne comprennent pas bien le français, donc c'est mieux de leur parler en anglais. Il faut donner de la précision et du détail, mais pas trop. Un peu de précision seulement. Autant les IA de génération de texte, plus vous leur donnez du détail et des énormes documents à lire, plus ils seront contents et plus ils seront performants. Autant ici, il ne faut pas trop abuser, sinon ils vont se perdre. Pour savoir dans quel sens aller, on peut s'inspirer d'un style ou d'un style d'un artiste. Donc ça aussi, ça fait des histoires, évidemment, parce que vous allez copier le style de Van Gogh et Van Gogh ne va pas toucher un centime. C'est pas grave, Van Gogh est parti. Mais par contre, si vous copiez le style d'un artiste plus récent qui va pas toucher un centime de ce que vous allez faire, c'est un peu plus embêtant. Pas de chat, on peut pas lui demander de corriger, il ne saura pas faire. Et si vous êtes en train de vous dire c'est pas vrai, moi je lui demande de corriger, on va y venir, d'accord. Mais il y a une raison. Mais de base, une IA de génération d'images ne peut pas corriger. Enfin, ne peut pas se corriger, on ne peut pas lui parler pour lui demander de se corriger. Et puis une dernière bonne pratique pas bien, c'est que souvent ce qui permet d'obtenir l'image qu'on voulait, c'est de faire du volume. D'en faire des quantités astronomiques jusqu'à avoir l'image qui nous intéresse. Et du coup, ça évidemment, ça coûte de l'électricité, de l'énergie. Donc concrètement, si je dis donc l'illustration d'un homme avec des cheveux rouges, il est calme, il travaille sur un ordinateur dans un appartement confortable, le temps est beau ou ensoleillé, le temps est ensoleillé, et je veux un style par Magali Villeneuve, qui est une illustratrice de cartes Magic. Les geeks parmi vous auront reconnu. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner ça, ou une quantité affolante d'autres images dans le même style. Vous voyez qu'on a bien un ordinateur, on a bien les cheveux rouges, on a bien notre homme qui travaille. Elles sont toutes différentes, et j'aurais pu vous en montrer 150, elles auraient les 150 été différentes, mais j'ai certains points communs qui me permettent de travailler. Point intéressant, vous voyez qu'il y a systématiquement des plantes, même sur les 150, il y aurait eu 150 plantes, j'ai testé, alors que je ne lui ai pas demandé de plantes. Et vous l'avez sûrement compris, l'association de appartement confortable, le temps est ensoleillé, etc., fait que pour l'IA, il y a des plantes. Donc on voit qu'il y a un côté un peu, j'oserais dire presque artistique, dans le côté, faut imaginer, l'IA imagine, etc. Évidemment, elle n'imagine pas. Ça donne cette impression-là, donc c'est étonnant. Donc je vous propose, comme d'habitude, un petit exercice sur ce sujet. Il y a un combo secret pour les IA, c'est que maintenant, de plus en plus, les entreprises mélangent une IA de texte et une IA d'image. C'est-à-dire que, en fait, votre demande, qui est parfois un peu compliquée à comprendre pour les IA d'image, va être interprétée d'abord par une IA de texte, qui ensuite va l'envoyer à l'IA d'image. Donc, c'est ce que fait
ChatGPT aujourd'hui. Quand vous demandez à ChatGPT de vous générer une image, en fait, il va demander à DALL-E, mais il va d'abord interpréter votre prompt. Et ça peut poser des problèmes. J'ai amené un exemple pour vous montrer ça. Vous voyez, je demande, alors ici à Copilot de Microsoft, pour changer un peu, génère une image d'un formateur travaillant sur un ordinateur. Copilot lance sa génération. Et voilà ce qu'il me donne. J'ai pas du tout demandé ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez peut-être compris, Copilot a interprété ma demande, et l'a surtout traduite en anglais, et il a traduit formateur par trainer. Trainer, c'est le formateur, effectivement, mais c'est aussi le coach sportif, l'entraîneur. Et du coup, il envoie ça à l'IA d'image, qui elle me fait des coachs sportifs, voilà, qui travaillent quand même sur un ordinateur, donc du coup c'est très bizarre. Aujourd'hui, par exemple sur ChatGPT, vous avez moyen d'aller vérifier en cliquant sur les petits boutons de questions quel est le prompt, quel prompt a été réellement envoyé à votre image. Et donc après, du coup, si là par exemple j'avais dit à Copilot, non, moi je voulais des formateurs, peut-être il comprendra, peut-être il corrigera son prompt, mais de toute façon il repartira de zéro. Il corrigera pas vraiment les images telles qu'elles ont été là. Un petit exercice pour s'entraîner à ça si vous le voulez. Alors très rapidement quelques points sur les autres IA. Donc déjà les IA pour commencer de vidéo. Donc encore une fois OpenIA a parlé de Sora en diffusant il y a quelque temps cette vidéo là. On voit ici le prompt et puis derrière ce que ça donne. Donc évidemment c'est très très impressionnant et on peut imaginer que c'est ce qu'on aura dans quelques mois, quelques années. C'est évidemment extrêmement impressionnant d'imaginer que cette vidéo n'a pas été, n'existe pas et a juste été générée par une image. Cependant, aujourd'hui, les outils disponibles sur le marché font des choses beaucoup moins sympathiques. Voilà ce que moi j'arrive à faire. Bon, je suis peut-être pas très doué aussi, hein, mais voilà aujourd'hui ce que j'arrive à faire. Ça en partant d'une image que j'ai fait ailleurs, et puis du coup je leur demande de bouger, on voit que c'est un peu bizarre. Ou là je lui ai demandé quelqu'un en train de parler à une réunion. Vous voyez, bon, la tête est un petit peu louche. Mais bon voilà, c'est que le début et on imagine très bien que dans 3-4 mois, on aura déjà des outils qui nous permettront de faire beaucoup mieux. C'est peut-être déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo. Donc je continue avec les autres IA sans en parler plus en détail. On va avoir les IA de génération de musique, hein, on l'a vu, qui font aussi beaucoup parler d'elles. Hein, ça arrive à recopier à la perfection le style d'un artiste, même sa voix, quitte à parfois troubler même les experts. Évidemment, le text-to-speech, c'est-à-dire de dire des voix, hein, de lire un texte et de le transformer en voix avec n'importe quelle voix, qui en ce moment pose de grandes questions dans le domaine notamment du doublage. Et puis évidemment, le code informatique. Hein, les IA savent très très bien coder. Aujourd'hui, j'espère que je dis pas une bêtise, j'ai pas les stats, mais je pense que la majorité des développeurs informatiques travaillent avec une IA pour les aider à écrire leur code plus vite. Quelques points sur ce que je vais appeler les limites et le futur potentiel. Hein. Ça, évidemment, ça n'engage que moi. C'est mon opinion sur ces choses-là. Est-ce que ça sera beaucoup mieux plus tard? Pour moi, très clairement, oui. Hein. On n'est qu'au début d'un développement assez incroyable. Il y a des avis contraires à celui-là, des gens qui disent mais en fait l'IA va s'auto-phagocyter parce que les données créées par IA vont arriver de plus en plus sur Internet, les IA vont les remanger et du coup elles vont arriver dans une espèce de boucle sans fin où elles seront de plus en plus nulles. C'est, j'imagine, une possibilité, je n'y crois pas trop parce que c'est des problèmes auxquels les entreprises vont trouver des solutions. Évidemment, il y a la question du coût réel.
Aujourd'hui, l'abonnement à ChatGPT ne permet pas à OpenAI de gagner de l'argent, très loin de là. Donc on ne paye pas vraiment ce que ça coûte. Et puis évidemment, on pourrait parler du coût réel d'un point de vue écologique, hein, toutes ces centrales qu'il va falloir créer, toute cette électricité nouvelle qu'il va falloir produire. On entend parler évidemment de ces réacteurs nucléaires qui sont réhabilités ou réutilisés ou construits par des Microsoft, des Google pour pouvoir faire tourner leur centre. Les questions de réglementation. Est-ce que les réglementations, alors on sait que l'aspect légal met toujours du temps à arriver, mais quand il arrive, il arrive. Donc est-ce que ça va limiter ces outils ou changer leur fonctionnement? Difficile à dire. Et puis évidemment, les problématiques d'éthique qu'on a mentionnées par rapport aux artistes, etc., qu'il va falloir régler. Tout ça pose beaucoup de questions, peut-être plus que même d'autres changements dans l'histoire de l'humanité. Mais voilà, les choses arrivent et ces problèmes devront être en tout cas traités. Quelques images pour terminer, qui moi en tout cas m'ont aidé à un peu voir comment me positionner par rapport à cette révolution de l'IA. Première chose évidemment, c'est la révolution industrielle. On part du principe que c'est une révolution, comme l'a été le digital, comme l'a été la révolution industrielle, et qui va fondamentalement changer nos modes de vie et notre façon de nous comporter. On peut penser à l'automatisation aussi, hein, bien sûr, quand dans les entreprises, l'ouvrier de base, celui qui vissait le même boulon toute la journée, a été remplacé par un automate. On peut le voir positivement, en gros, c'était difficile, mais derrière, on est quand même bien content qu'il n'y ait plus des gens qui soient là uniquement pour visser des boulons. Mais on peut aussi le voir négativement, bien sûr, avec les souffrances que ces changements provoquent pour les gens qui perdent leur travail, ou etc. Une autre manière, peut-être plus... Non, pardon, sur cet exemple, une dernière chose que je voudrais rajouter, c'est que on pourrait mettre en parallèle, en gros, l'automatisation, enlever des métiers d'ouvriers, et puis là, cette automatisation-là va enlever des métiers dans les bureaux. Un petit peu, c'est pas les cols bleus qui vont souffrir cette fois-ci, c'est les cols blancs, pour des expressions dans ce type-là. Mais on peut faire ce parallèle. Une autre manière peut-être plus opérationnelle de voir les choses, c'est de dire, ok, l'IA, c'est comme Excel pour les comptables, d'accord? L'arrivée d'Excel a fondamentalement changé la vie de tous les comptables. Il y a toujours des comptables, ça les a pas remplacés. Par contre, c'est sûr qu'il y en a moins, et c'est sûr qu'ils font plus le même métier, et que maintenant, on n'imagine plus le métier de comptable sans Excel, ou un logiciel équivalent. Donc on pourrait dire, voilà, les IA, c'est Excel. C'est ça que ça va changer. Mais peut-être que ces deux images ne sont pas les meilleures, et que la meilleure image, en fait, c'est celle de l'invention de l'électricité. En fait, peut-être qu'il ne faut pas comparer l'IA à une ampoule électrique, à une voiture ou à un tableur Excel, mais il faut comparer l'IA à l'invention de l'électricité. C'est-à-dire qu'au démarrage, ça arrive, c'est incroyable, mais on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Et ça fait un peu peur. Alors on fait des gadgets, on fait des cages de Faraday, on fait des ampoules, mais on dit ok, ton ampoule elle est géniale, mais moi j'ai pas l'électricité chez moi, donc elle sert à rien. Sauf qu'un jour l'électricité arrive. Donc c'est ça, l'IA serait entre guillemets une sorte d'énergie en plus qui va faire fonctionner différemment tout. On avait des bougies avec l'électricité, on a des ampoules et maintenant des LED et du coup l'IA va elle aussi bouleverser tout ce qu'on utilise pour y rajouter une couche d'IA qui les rendra différents. En tout cas, c'est la manière dont moi je préfère voir les choses maintenant. Et je vous laisse vous faire bien sûr votre propre avis. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. À bientôt.